Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de la philosophie marxiste durant 50 minutes. Du coup, c'est une partie assez complexe. Nous allons commencer par la première question qui se trouve sur le WooClap. Qu'est-ce que la philosophie marxiste? Du coup, je vous invite à écrire vos réponses sur ce WooClap. Matérialisme. Oui, bien sûr, c'est un des fondements, en fait, justement, de la philosophie marxiste. Un des 3 fondements que nous allons voir. Dialectique, oui. Ça aussi, ça fait partie du coup d'un des fondements de la philosophie marxiste, et c'est aussi un point que nous allons aborder au sein de cette introduction. Le marxisme est intimement lié à une philosophie et à une méthode qui se nomme du coup le matérialisme dialectique. Du coup, de cette façon, le marxisme se repose sur 3 fondements: le matérialisme, la dialectique et l'histoire. On va tout d'abord expliquer ce qu'est le matérialisme. Alors, qu'est-ce que c'est le matérialisme? Il s'agit du coup de l'explication scientifique de l'univers. En philosophie, il existe une question fondamentale, celle de savoir comment le monde a été créé. Et à cette question s'adjoint en fait une autre question, qui est une autre question sur le rapport entre la matière et l'esprit. Lequel, entre la matière et l'esprit, existe en premier. Du coup, pour comprendre le matérialisme, c'est au travers de cette question que nous allons retrouver 2 conceptions du monde. La première, qui est la conception matérialiste, et la deuxième, qui est la conception idéaliste du monde, et ces 2 conceptions s'opposent l'une et l'autre. Du coup, dans le matérialisme, il s'agit de la matière qui précède l'esprit. L'esprit, lui, n'est que le produit de cette matière. Selon les matérialistes, en effet, la matière est la réalité première, alors que l'esprit est la réalité seconde, dépendant de la matière. Il n'existe donc pas de pensée sans matière. Par exemple, lorsqu'on se demande pourquoi est-ce que l'homme pense, un matérialiste répondrait que c'est grâce au cerveau qui est une matière, alors qu'un idéaliste invoquerait lui plutôt l'esprit ou l'âme et dirait que nous pensons parce que nous avons une âme. Ce que du coup nous devons retenir, c'est que toute chose provient en effet d'un être réel, d'une matière. L'esprit n'est que le produit de matière et ne peut exister indépendamment de celle-ci. Ça, c'est en gros la petite conclusion. Pour le cas du cerveau, du coup, les sciences nous ont démontré que ce n'est pas l'esprit qui nous fait penser, mais qu'il s'agit au contraire de connexions et de transmissions nerveuses, de synapses, qui sont des éléments matériels. Alors, dans la prochaine slide, j'ai mis quelques images de grands penseurs matérialistes. Nous retrouvons ainsi Lucrèce, Épicure. Bon, Lucrèce est en fait un épicurien, Darwin, Diderot et un bouquin de physique, un traité de physique. Du coup, nous retrouvons dans ces penseurs matérialistes d'autres matérialistes antiques qui ont fait du matérialisme la philosophie des sciences. Tout d'abord, par exemple, Épicure, lui, pour Épicure et pour les épicuriens, à leurs yeux, pour eux, tout est matériel, y compris l'âme humaine. Du coup, à leurs yeux, tout est matériel, y compris l'âme humaine. Les principes explicatifs des divers aspects du réel seraient le jeu et les combinaisons variées des atomes, des éléments immuables, insécables et infinis en nombre qui forment le corps composé. En ce sens, toute la forme matérielle, même l'esprit. Du coup, c'est déjà assez impressionnant de voir que durant l'Antiquité, nous retrouvons déjà cette intuition de l'existence de l'atome. Alors quant à Diderot, lui, il désire fonder une anthropologie matérialiste en soulignant l'influence de l'organisation physique sur les capacités intellectuelles, mais son refus de tout système de classification des êtres pour une conception des flux dans la nature lui interdisent d'aller très loin dans cette direction. Darwin, quant à lui, il incarne le matérialisme ordinaire, celui qui ne se réfère pas à un dogme métaphysique. Il développe une méthode qui se contente d'étudier rationnellement le réel pour en rendre compte. C'est ce qui lui a, entre autres, permis de découvrir la fameuse sélection naturelle comme processus d'évolution. Et enfin, la physique scientifique, a la caractéristique d'avoir des tâches de définir positivement ce qu'est et comment fonctionne la matière. Le matérialisme a de ce fait une approche scientifique qui a longtemps dû lutter contre l'école idéaliste, car en fait l'approche matérialiste, à l'inverse de l'approche idéaliste, se repose sur des faits matériels et sur des expériences, alors que l'idéalisme, lui, fait plutôt appel à des esprits supérieurs et ou à des forces surnaturelles pour comprendre le monde.
dans ce sens, nous allons maintenant étudier ce qu'est l'idéalisme. L'idéalisme est donc une doctrine qui a pour base l'explication du monde par l'esprit. Selon les idéalistes, c'est l'esprit qui est premier par rapport à la matière. L'esprit est antérieur à la matière et c'est l'esprit qui change le monde. Nous retrouvons du coup, comme plusieurs penseurs idéalistes, Platon tout d'abord, avec le monde des idées, nous invite à rejeter le réel, le monde sensible que nous percevons avec nos sens, puisque la vérité se trouve ailleurs. Elle ne se trouve pas dans le monde sensible que nous pouvons ressentir à travers de nos sens, mais plutôt dans un monde supérieur. Et le réel, du coup, n'est que l'ombre ou le reflet de l'idée du monde supérieur. Du coup, nous retrouvons aussi l'utopie de Thomas More, qui est lui un des pionniers du socialisme utopique et des romaçonnades. C'est-à-dire, du coup, qu'il critique la société non pas sur des bases matérielles, mais à partir d'expériences de pensée. C'est le principe même de la romaçonnade, du coup, d'imaginer des individus qui se trouvent sur une île, où ils font table rase du passé, afin de construire une nouvelle société idéale selon leur utopie. Nous retrouvons du coup aussi comme image, vous pouvez voir, le Dalai Lama, qui, comme vous le doutez, je suppose, est le gardien d'une pensée idéaliste particulière. La pensée bouddhiste présuppose des cycles de flux dans l'univers, un karma qui est une puissance morale naturelle qui définit la place des êtres dans le monde et leur équilibre. La philosophie bouddhiste croit en la réincarnation des âmes comme cycle des esprits. Du coup, en bref, dans l'idéalisme, il y a vraiment beaucoup d'écoles de pensée. Il y a aussi Berkeley, qui est un très grand penseur idéaliste, qui a beaucoup influencé son époque et qui influence encore beaucoup. Du coup, lui, c'est un philosophe qui affirme que le monde réel n'existe pas en dehors de notre pensée. Après, nous avons mis des images. Ce qui est fort, du coup, avec l'idéalisme, est que cette pensée a été dominante durant des siècles et l'est encore de nos jours. Nous retrouvons donc toujours une imprégnation idéaliste dans le sens commun, comme au travers de slogans de start-up ou de phrases de self-positivity d'influenceurs sur les réseaux sociaux, là, sur Instagram. Pour illustrer, du coup, ces slogans idéalistes, nous avons mis 2 petites phrases qui sont « Une pensée au réveil peut transformer ta journée tout entière » ou encore « L'avenir appartient à ceux qui osent et croient en leurs rêves ». Alors ces phrases anodines et peu importantes, elles reflètent tout de même le caractère fort idéaliste de notre société. En effet, l'idée de la méritocratie, de l'adage très connu « Quand on veut, on peut », est l'esprit dominant de notre superstructure. Ainsi, nous sommes tous un peu imprégnés d'idéalisme philosophique, et croire que nos idées déterminent le monde et notre environnement, qu'elles peuvent créer de la matière, est une abstraction et une conception non scientifique de la réalité. Notre esprit dépend du réel, et aussi forte soit notre volonté, ce sont les conditions matérielles qui déterminent, en dernière instance, la possibilité réelle de ce que nous pouvons accomplir dans nos vies. Ce qui est important de préciser, c'est qu'auparavant, dans l'Antiquité, la science et la philosophie, en fait, ne formaient qu'un même ensemble. Nous pensons par exemple à Aristote ou aux philosophes grecs. Et à cette époque-là, ou même encore avant, l'humanité baignait dans une relative ignorance. C'est par après que la science a apporté des précisions plus importantes, plus grandes, qui nous ont permis de mieux comprendre le monde. Et la science, du coup, a permis d'avoir une approche plus objective des choses. C'est pourquoi la science s'est grandement séparée de la philosophie dominante, trop idéaliste pour sa méthode. Parce qu'au final, la science est l'étude des problèmes particuliers et la philosophie est l'étude des problèmes les plus généraux. Les deux ont une importance en relation, mais du coup, une philosophie idéaliste sur une science, par définition matérielle, ne peut produire de compréhension objective du réel, car son objet premier, l'idée, sera étrangère à la science. Alors que le matérialisme moderne, qu'est le marxisme, n'est pas un simple matérialisme, c'est un matérialisme où la philosophie et la science, au travers du coup de ce qu'on appelle le matérialisme dialectique, qui est du coup la philosophie du marxisme. Maintenant, nous allons parler de 2 autres concepts qui sont très importants, la dialectique et la métaphysique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la dialectique? Alors comme petite définition, nous avons mis dans le PowerPoint, la dialectique est une méthode de pensée de grande précision qui permet de saisir le mouvement propre du réel au travers de l'analyse approfondie de ses contradictions. Mais nous allons revenir là-dessus un peu plus tard. Pour bien comprendre ce qu'est la dialectique, il nous faut revenir sur ce qu'est la métaphysique, en totale opposition et contradiction avec la dialectique, et la dialectique est en fait en elle-même une critique acerbe de cette métaphysique. Mais du coup, qu'est-ce que la métaphysique? La méthode métaphysique, selon Hegel, est une méthode de pensée et de recherche qui perçoit l'état normal des choses comme étant immobile et fixe dans le temps, dans l'espace-temps. Ainsi, le repos
est l'état originel pour la méthode métaphysique. Les choses doivent être étudiées séparément et de manière figée. Nous retrouvons dans la métaphysique comme principal résultat la religion. Ainsi, dans la Genèse, on commence toujours par ce début assez marquant et révélateur de la méthode métaphysique. Au début, il n'y avait rien, que le repos éternel. Ensuite, nous retrouvons aussi dans la Bible, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très beau. Cela renvoie en fait au caractère fixe de la création, qui est un produit parfait, car il est issu d'une idée parfaite, qu'est l'Esprit de Dieu. Du coup, la métaphysique présente une méthode que nous n'allons malheureusement pas vraiment approfondir au travers de cette formation, puisqu'on aurait vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Du coup, nous allons un peu résumer simplement la méthode métaphysique, et nous allons la formaliser en quelques. Premièrement, dans la méthode métaphysique, on va donner une identité propre et figée aux objets. On va les isoler. On va, par la suite encore, rendre les divisions entre les choses infranchissables et éternelles. Et enfin, on va opposer les contraires dichotomiquement. Soit une chose est bonne, soit elle est mauvaise. Du coup, celle-ci ne s'oppose qu'à ce qui lui est extérieur, comme le paradis et l'enfer. Pour être plus parlant, toutes les phrases du type assez connues, l'homme est un être égoïste, l'homme est mauvais par nature, ou encore il y a toujours eu des pauvres et des riches, sont des parfaites façons métaphysiques de raisonner. Nous sommes encore profondément ancrés, pas totalement, heureusement, dans cette méthode métaphysique de pensée, car cela avantage le statu quo, c'est-à-dire du coup la conservation actuelle des choses, et cela réprime l'esprit critique, mais surtout l'esprit révolutionnaire. Comme exemple, nous retrouvons la division que l'on fait entre démocratie et révolution. La méthode métaphysique n'arrive pas à comprendre le monde dans sa complexité. Par exemple, le capitalisme, dans la conception métaphysique, est infranchissable et définitif, car le capitalisme est posé comme le résultat le plus complet de la raison et de la démocratie. Sauf que, comme nous l'avons vu hier, le pouvoir politique est encore perçu de façon abstraite, hors des mécanismes réels qui l'attachent à une place précise dans les rapports de production. Et la classe des prolétaires n'a pas l'accès réel à la démocratie dans les conditions capitalistes. C'est comme si pour la bourgeoisie, le mouvement s'était arrêté à partir du moment où ils ont pu s'emparer du pouvoir face à l'ancien système féodal. Comme les intérêts de la bourgeoisie sont accomplis, pour cette classe, cela correspond du coup à la fin de l'histoire, alors que ça peut être l'origine du début d'une nouvelle histoire. Alors l'histoire n'a pas de fin, elle est tout le temps en mouvement. Nouvelle histoire, celle des prolétaires. Alors pour apprendre la dialectique, on va reprendre l'une des phrases d'un philosophe grec antique, qui est encore très parlant de nos jours. Il s'agit de Héraclite, le père de la dialectique. Héraclite dit « Nul homme ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, puisque la deuxième fois, il ne s'agit pas du même homme et il ne s'agit pas du même fleuve. » Héraclite est en complète contradiction et opposition avec un autre philosophe présocratique, qui est Parménide, qui lui au contraire considère que le monde est absolument immobile et que tout mouvement est donc une illusion. Il dit « Tu ne réussiras pas à couper l'être de sa continuité avec l'être, de sorte qu'il ne se dissipe au dehors, ni il ne se rassemble. » Nous voyons là que Parménide n'arrive pas à penser que l'être puisse se transformer autant de l'intérieur que vers l'extérieur. Pour comprendre la dialectique du marxisme, il faut donc aussi revenir à Hegel, qui est un philosophe dialectique qui a beaucoup inspiré Marx. Du coup, un des fondements sur lesquels se repose la méthode dialectique, c'est le fait que la nature et le réel sont en mouvement perpétuel. Le mouvement et le changement sont à la base de la méthode dialectique. En effet, lorsque nous soumettons à l'examen de la pensée l'histoire de l'humanité ou celle de la nature, nous retrouvons un enchevêtrement infini de relations, d'actions et de réactions, où rien ne demeure ce qu'il était, où il était, comme il était, et où tout se meut, se transforme, devient et passe. Du coup, je cite Hegel, « L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur et forcé sur soi-même, toutes les choses sont contradictoires en soi. » La méthode dialectique permet donc d'étudier une réalité objective, déterminée, en analysant, c'est-à-dire en regardant chaque chose séparément, les aspects et les éléments contradictoires dans leur réalité. Après avoir distingué les aspects et les éléments, ainsi que leurs contradictions internes les uns envers les autres,
nous pouvons retrouver l'unité de la réalité dans l'ensemble des rapports et du mouvement des éléments ensemble. C'est assez complexe, mais du coup, ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'analyse approfondie propre à la dialectique atteint des éléments contradictoires, comme par exemple le positif et le négatif, la socialisation du travail et la propriété privée, le prolétariat et la bourgeoisie. Partout dans le mouvement du réel, toujours en toute chose, il y a des contradictions. En conclusion, l'analyse dialectique commence donc par briser le mouvement pour en atteindre les éléments et donner un sens à chacun de ces éléments isolément. Ces différents éléments qu'on va étudier, on va par la suite les rassembler pour retrouver les connexions internes et comprendre le mouvement dans son ensemble. Du coup, Marx va reprendre lui la méthode dialectique, mais Hegel, qui est un idéaliste, il va du coup renverser Hegel. Nous retrouvons cette citation qui se retrouve dans la préface et l'introduction à la critique de l'économie politique. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants. Du coup, pourquoi le renversement de Hegel? C'est parce que Marx, à travers de cette citation, dépasse Hegel, qui était vraiment le daron de la dialectique après Héraclite. Mais son idéalisme faisait que pour lui, c'était la conscience et l'idée qui déterminent l'existence. Pour Marx, en bon matérialiste, il faut étudier la matière de la société humaine, celle-ci est la production. C'est ce qui fait que l'humain coopère, travaille et vit, mais aussi se développe en développant ses moyens de production. Comme nous l'avons vu hier, Marx met la structure économique, ou l'infrastructure, comme élément surdéterminant. Surdéterminant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déterminisme mécaniste direct, c'est plutôt contextuel, un déterminisme contextuel. Du coup, ces rapports de classe sociale, avec des intérêts divergents, voire antagonistes, sont un bon exemple entre la dialectique idéaliste et matérialiste. Un dialecticien idéaliste va dire, par exemple, que la Révolution française a existé avant tout parce que la bourgeoisie était animée d'un esprit humaniste et qu'elle voulait la liberté pour la liberté, ce qui l'a amené à s'organiser en classe révolutionnaire. Alors que le dialecticien matérialiste, lui, va analyser premièrement la matière, va comprendre la production des moyens d'existence, il va comprendre que la bourgeoisie, avant de développer son esprit humaniste, va chercher à s'émanciper, car ses intérêts objectifs de classe, du coup sa place dans les rapports de production, sont empêchés par le système féodal. Le syndicalisme est également un exemple. Les gens se battent pour avoir de quoi vivre et non pas contre l'oppression politique et abstraite qu'ils subissent. Le moment révolutionnaire est justement quand la conscience de classe, du prolétariat, est adéquate avec la place de sa classe dans les rapports de production réels. Il sait alors toute sa puissance, car il sait le rôle objectif et matériel qu'il a dans la société. Ça nous rappelle du coup la citation de Jan Kapp, que nous avons vue hier. Du coup, cela nous renvoie au matérialisme qui nous dit que la vie politique est surdéterminée par la vie économique. Et nous retrouvons à l'intérieur de cette méthode dialectique un autre fondement prépondérant pour la philosophie marxiste, qui est l'histoire. Et du coup, avant de parler de l'histoire, ça renvoie au matérialisme qui nous dit que la vie politique est surdéterminée par la vie économique. Du coup, ça c'est la fameuse question qui est propre au matérialisme, de la matière qui est antérieure à l'esprit, comme la vie économique est première par rapport à la vie politique. Pour l'histoire, le dernier chapitre, le matérialisme historique. Du coup, ces rapports socio-contradictoires qui ont été étudiés hier avec Cédric se nomment la lutte des classes. La lutte des classes est un rapport conflictuel qu'entretiennent les classes sociales pour leurs intérêts divergents. La lutte de classe nous permet de comprendre le développement conflictuel des contradictions des sociétés. Comme dit dans la citation de la préface à la critique de l'économie politique, à un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants. Du coup, dire que la lutte des classes
est le moteur de l'histoire n'est pas une affirmation abstraite. C'est-à-dire qu'on ne présuppose pas qu'il y a une lutte de classe, mais on le démontre sur base d'une analyse matérielle et dialectique de l'histoire. Étudier l'histoire, c'est étudier les différents modes de production. C'est étudier l'évolution de l'économie, qui est la base nécessaire à toute vie. La dialectique nous fait analyser séparément les différents individus, les communautés et les propriétés, et les forces productives d'une époque, ainsi que les idéologies et les formes politiques, pour ensuite en refaire une synthèse et comprendre du coup les antagonismes ou les contradictions objectives entre ces éléments. C'est ce que nous avons vu dans la première partie, lorsque le développement de la technique et des forces productives de nouvelles classes devient trop importante, les rapports sociaux qu'entretiennent les classes sociales n'arrivent plus à contenir la différence d'intérêts, et de ce fait, il y a soit une transformation révolutionnaire qui mène à un nouveau mode de production, et par conséquent à de nouveaux rapports sociaux, ou soit une destruction des deux classes en lutte. Et du coup, c'est à partir de cette méthode que Marx déduit que la lutte des classes est un moteur de l'histoire, car c'est l'évolution humaine des forces productives. Mais du coup, qu'est-ce que peut être une approche de l'histoire idéaliste? En fait, c'est l'histoire qu'on apprend presque tout le temps dans nos sociétés. C'est-à-dire que comme on pense que c'est les idées incarnées dans les grands hommes ou événements particuliers qui font de l'histoire, la synthèse n'en retient que les grands noms. Le marxiste retient comme synthèse le mode de production. Il y a des exemples assez parlants. Par exemple, croire que Christophe Colomb est un grand explorateur qui a découvert l'Amérique, alors qu'en fait, c'est pour répondre à un besoin capitaliste de déboucher de nouveaux marchés dans l'Orient et à guider son expédition. Du coup, c'est donc surdéterminé par des besoins concrets économiques. Un autre exemple est l'exemple du progrès en technologie spatiale et autres par Elon Musk, qui est un peu une foutaise, comme on pourrait le dire. Et surtout, du coup, Elon Musk à la recherche de techniques qui permettent l'accroissement de ses marchés. Et pour cela, du coup, il utilise une masse immense de travailleurs. Nous verrons ce genre d'exemple dans la partie économique. Pareil, du coup, pour la minute de porte ici. On veut nous faire croire, du coup, que c'est une pièce de théâtre qui a fait se révolter les masses. Que celles-ci vivaient des oppressions bien réelles, dans un système productif qui ne correspondait pas à leurs besoins. Qu'est-ce que peut être l'histoire d'un point de vue marxiste? Dans l'approche marxiste, c'est ça, nous retrouvons du coup tout d'abord l'un des premiers modes de production, nous retrouvons du coup la communauté primitive. C'est grâce au travail que les hommes se sont dégagés du règne animal et que la société humaine a pu se constituer. Le travail humain est avant tout caractérisé par la confection d'instruments de production. Car en effet, les forces productives de la société primitive se trouvaient à un niveau extrêmement bas. Les instruments de production étaient extrêmement primitifs, d'où la nécessité du travail collectif, de la propriété sociale, des moyens de production et de la répartition égalitaire. Sous le régime de la communauté primitive, l'inégalité des fortunes, la propriété privée des moyens de production, les classes et l'exploitation de l'homme par l'homme étaient inconnues. Du coup, le perfectionnement ultérieur des instruments de production et du mode d'obtention des moyens d'existence, et également le développement de l'élevage et de l'agriculture, ont fait apparaître la division sociale du travail et l'échange. Ils ont également fait apparaître la propriété privée et l'inégalité des fortunes, et ils ont entraîné la division de la société en classes et l'exploitation de l'homme par l'homme. Ainsi, les forces productives accrues sont entrées en conflit avec les rapports de production. Du coup, en conséquence, le régime de la communauté primitive a fait place à un autre type de rapport de production, qui est la société esclavagiste. Du coup, déjà, l'esclavage, c'est la forme la plus grossière d'exploitation de l'homme par l'homme. Le maître, il avait la propriété pleine et entière de son esclave, et il disposait à sa guise non seulement du travail de l'esclave, mais également de sa vie. Du coup, la loi économique fondamentale du mode de production, fondée sur l'esclavage, résidait dans la production d'un surproduit pour la satisfaction des besoins des propriétaires d'esclaves, en exploitant sauvagement les esclaves sur la base de la propriété complète des moyens de production. Du coup, l'extension du travail servile et la situation des parias qui ont été faites aux esclaves ont eu pour conséquence la destruction de la main-d'œuvre, principale force productive de la société, et la ruine des petits producteurs libres, des paysans et des artisans, d'où du coup la chute inévitable du régime esclavagiste. Les révoltes d'esclaves ébranlèrent également le régime esclavagiste et vont hâter sa destruction. Le mode de production fondé sur l'esclavage fut remplacé par le mode de production féodale qui permettait dans une certaine mesure un développement nouveau des forces productives de la société. Troisièmement, le mode de production féodal
La féodalité est née de guerres barbares. L'aristocratie D'accord. des gentes et les chefs militaires des tribus s'emparent d'une grande partie des terres qu'ils distribuent à leurs proches. Les paysans ont été peu à peu asservis. La base des rapports de production de la société féodale est donc la propriété du seigneur sur la terre et sa propriété limitée sur le paysan serf. L'exploitation féodale se traduisait par la corvée à laquelle les paysans étaient astreints au profit du seigneur. C'est l'accumulation primitive du capital qui va préparer l'avènement du capitalisme. Les masses considérables de petits producteurs, les paysans et les artisans, vont être privés de leurs moyens de production. Les grands propriétaires fonciers, les marchands et les usuriers vont concentrer entre leurs mains d'importantes richesses monétaires par l'expropriation brutale de la paysannerie, par le commerce également avec les colonies et par les impôts et la traite. Ainsi se trouva accélérée la formation des principales classes de la société capitaliste. Du coup, celle des ouvriers salariés et celle des capitalistes. Les rapports de production féodaux, la faible productivité du travail et des paysans serfs entravent le développement des forces productives. Les révoltes des serfs vont ébranler le régime féodal et vont aboutir à l'abolition du servage. Et c'est là que la bourgeoisie va prendre la tête du combat contre la féodalité. Et c'est de cette façon que va naître le mode de production capitaliste. Bon, du coup, moi j'ai fini pour ma partie. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que finalement, voir une simple dualité entre l'idéalisme et le matérialisme est forcément toujours pratique? Je veux dire, c'est bien de catégoriser pour voir les grands courants de motivation, mais dans beaucoup de cas, c'est un mélange, une nuance entre les deux, où on est conscient d'une partie, inconscient d'une autre. Tous les bourgeois n'ont probablement pas fait la révolution uniquement dans un but matériel, voire même peut-être assez peu. Donc c'est assez carré comme manière d'en parler, mais c'est comme les frontières sont quand même un peu plus souples que ça, non? Tout à fait. C'est pour ça que c'est pas un simple matérialisme, mais c'est un matérialisme dialectique. Donc la dialectique qui veut que le monde soit compris dans une complexité du réel bien plus importante. Et il y a une relation qui est entre aussi, on peut dire, la superstructure, l'infrastructure, qui fait qu'effectivement la conscience, l'idée et la matière sont des choses qui interagissent et ne sont pas purement déterminées comme les anciens matérialistes avant Marx en fait le prétendaient. Donc en fait justement le matérialisme marxiste par son dialectisme justement pense le dépassement de juste matière versus esprit, mais toujours d'une base matérielle. Donc en quelque sorte il n'y a pas d'esprit sans matière, mais il peut y avoir des matières sans esprit. Donc il y a toujours en fait du matériel qui produit. Et donc même en quelque sorte en bourgeois de la Révolution française avec ses beaux idéaux, ceux-ci vont avoir un contexte matériel d'apparition de ces idées, et ce sera la matière. Évidemment ce n'est pas en pur déterminisme, mais comme ça vous l'a expliqué.